Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir dans notre webinaire la CCIFV, les représentants de la France au Vietnam. Nous remercions donc chaleureusement Monsieur l'ambassadeur Nicolas Warnery qui nous a rejoints depuis Hanoï. Merci Monsieur le consul général à Ho Chi Minh, Vincent Floriani. Et merci au chef du service économique de l'ambassade, Monsieur Hervé Ochenbein, qui nous apportera ses lumières sur le contexte macroéconomique de crise ou post-crise au Vietnam. On a reçu beaucoup de demandes de notre communauté sur la situation de crise, sur l'après, sur le redémarrage, sur le transport, sur les ouvertures de visas. On est très heureux et très honoré que les représentants de la France aient choisi la CCIFV pour échanger avec notre communauté d'affaires. Donc, je vous remercie tous les trois à nouveau. Et on va pouvoir commencer notre échange. Je vais tout d'abord laisser la parole à notre ambassadeur, M. Nicolas Warnery. Très bien. Monsieur le Président, merci beaucoup. Vous nous avez proposé quelques sujets que nous nous sommes répartis donc en liaison avec vous-même et avec Adam. Donc, il me revient de traiter très rapidement la gestion de la crise sanitaire au Vietnam. Je crois qu'il n'est pas inutile de commencer par là et de se rappeler de ce que nous venons de vivre collectivement. Mais avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour cette invitation. Très honnêtement, c'est mon premier webinaire. Je sais que beaucoup d'entre vous ont participé à beaucoup de webinaires. C'est devenu quelque chose de très fréquent. Je suis ravi de cette possibilité, à défaut de pouvoir me déplacer, à défaut de pouvoir venir à Ho Chi Minh Ville, où je sais qu'ils sont la plupart de vos adhérents, pas tous, mais la plupart, de pouvoir au moins vous contacter et vous entendre à distance. Alors, très vite, la gestion de la crise sanitaire au Vietnam. Qu'ont fait les autorités vietnamiennes? Qu'avons-nous fait nous? Quelle est la situation actuelle et que peut-on en conclure très très vite? Les autorités vietnamiennes, je crois que beaucoup de gens ont glosé, c'est pour ça qu'il n'est pas inutile d'y revenir. Et encore une fois, je vous remercie d'avoir proposé ce sujet. La presse française s'est intéressée aussi au sujet, hein, vous l'avez remarqué, il y a eu des articles dans des quotidiens, dans des hebdomadaires. Qu'ont fait les Vietnamiens? D'abord, la première chose, me semble-t-il, c'est la rapidité de leur réaction, la première chose à noter. Pourquoi? C'est tout bête, hein, j'enfonce des portes ouvertes, mais je crois qu'il faut le partager ensemble. Je pense que le Vietnam est le pays qui connaît le mieux la Chine au monde. Donc c'est les premiers qui ont compris et senti ce qui se passait, la gravité de ce qui se passait. Beaucoup plus vite que l'Europe, beaucoup plus vite que l'Amérique, etc. Deuxièmement, le Vietnam a une expérience déjà forte et plutôt heureuse des pandémies. Hein. Il a connu le SRAS, il a connu la grippe aviaire, il les a bien gérés, bien surmontés, et donc il a immédiatement mobilisé des réflexes que nous n'avons peut-être pas, nous, en Europe, de la même manière. Et puis, il a aussi, bien sûr, facteur culturel, j'y crois profondément, anticipé tout de suite, comme nous pouvions nous le faire, nous aussi, nous qui vivons ici, l'impact en termes de brassage des populations du Nouvel An chinois et du Tet. Donc il a deviné, le Vietnam a deviné très vite, avant même le Nouvel An, avant même le Tet, qu'il y allait y avoir des millions de voyageurs et que cette petite cochonnerie qui venait du Nord allait peut-être se répandre de manière foudroyante, sans qu'on sache encore son degré de mortalité. Ça, c'est le premier point, rapidité de la réaction. Deuxièmement, je crois que les Vietnamiens, on l'a peu dit, mais plus j'y réfléchis, plus je crois que c'est vrai, ont adapté leur réponse aux moyens de leur système de santé. Ils connaissent très bien les forces et les faiblesses de leur système de santé, et du coup, connaissant leur capacité d'accueil de malades, ils ont réagi d'autant plus vite, en fait, ils ont réagi immédiatement. Dès qu'il y a eu quelque chose à faire, ils l'ont fait. Et ils ont mobilisé la contrainte forte qu'ils sont capables de mettre en œuvre dans leur système, ceci afin d'endiguer le virus, bien sûr. Et puis, troisième facteur qui a été souligné dans plusieurs articles, la primauté du groupe sur l'individu, le sens de la discipline collective. Donc les malades ont été immédiatement, lorsqu'ils étaient identifiés, ont été immédiatement placés à l'hôpital et dans des services hospitaliers prédéterminés, prévus et prêts à les accueillir, avec une contrainte totale, hein, on n'avait pas le choix, on y allait. Les contacts ont été très rapidement recherchés avec le système des F1, F2, F3. Et puis les proches ont été confinés. Nombre d'entre nous ont été confinés parce qu'ils étaient proches de gens qui eux-mêmes avaient été en contact avec des malades ou qui étaient malades. Troisième facteur, la fermeture du pays. Assez vite, il y a eu la fermeture avec la Chine, fermeture complète, interruption des vols avec la Chine, la Corée. Ensuite, il y a eu le rétablissement des visas depuis l'Europe. Moi, à titre personnel, j'aurais presque préféré que ça vienne plus tôt. Ça nous aurait évité pendant 15 jours d'accueillir encore beaucoup de Français. Mais le 12 mars, il y a eu des visas qui voulaient dire en réalité plus personne ne rentre. Et puis, il y a eu la fermeture, enfin la suspension, puis la fermeture des liaisons aériennes assez rapide. Je dirais même très rapide.
Et ensuite, on est passé dans la phase qui a été pour nous très lourde, pour nombre d'entre nous très lourde, l'évacuation qui a duré 3-4 semaines de tous les ressortissants étrangers de passage, donc en ce qui nous concerne des Français. Alors c'était massivement des touristes, mais c'était aussi parfois quelques hommes d'affaires, quelques volontaires qui décidaient d'entrer, quelques stagiaires qui décidaient d'interrompre leur stage et de rentrer, et quelques très rares étudiants qui ont aussi décidé de ne pas attendre la fin de leur séjour. Pour l'immense majorité, je le répète, c'était des touristes. Nous avons rapatrié 1500 personnes sur ces 3 ou 4 semaines. Alors, ça, c'est ce qu'ont fait les autorités vietnamiennes. Nous, qu'est-ce que nous avons fait? Première chose, nous avons plaidé, c'est anecdotique, mais je le rappelle parce que c'est important, ça nous a demandé beaucoup d'énergie. Juste après le TET, nous avons plaidé auprès des autorités vietnamiennes pour que les vols de rapatriement des Français de Wuhan puissent faire escale à Hanoï, alors que les liaisons aériennes entre la Chine et le Vietnam étaient totalement fermées dans les deux sens. Donc le Premier ministre en personne nous a donné ce feu vert un samedi. Ça a été très apprécié parce que l'avion était en fait quasiment en vol ou sur le point de décoller et que toute l'opération de Wuhan aurait été compromise si les Vietnamiens ne nous avaient pas aidés. Donc sachons-le et soyons-leur reconnaissants de cette aide. Deuxième chose que nous avons faite, je n'épilogue pas parce que nombre d'entre vous ont été concernés comme parents d'élèves, nous avons géré la Je ne sais pas si vous nous entendez, monsieur l'ambassadeur, mais on a perdu votre son. Ah mince, vous l'avez entendu à quel moment? 30 secondes auparavant. 20 secondes. Là, c'est bon? C'est bon, là. J'en étais où alors? Je parlais de la question scolaire, c'est ça? Exactement. C'est ça. Voilà, donc je disais que la question scolaire avait été longue et douloureuse, on s'en doute. C'était le deuxième point d'entrée de la crise. Le troisième point d'entrée, ça peut paraître anecdotique, mais c'est important. Nous avons été avisés par les autorités vietnamiennes que le 10 mars, sur le vol Paris-Hanoï, il y avait un cas d'infection, et donc nous avons essayé de localiser très vite les Français qui auraient pu voyager sur ce vol, Paris-Hanoï, donc il y en avait forcément. Nous avons essayé de les identifier pour les aider à comprendre ce qui allait se passer, c'est-à-dire qu'ils allaient être confinés, testés, confinés éventuellement, mis en quarantaine. Et nous avons voulu aussi, de manière très claire, montrer aux autorités vietnamiennes que nous étions avec elles, totalement avec elles, et solidaires dans la lutte contre le virus. Ensuite, nous avons, j'accélère, informé par des messages successifs, écrits ou vidéos, les Français de passage et les Français résidents de ce qui se passait, sur les gestes barrières, sur la restriction de la circulation, la fermeture des frontières, la nécessité de rentrer. Tout ça, nous l'avons fait progressivement. Et nous avons, là j'aimerais insister, organisé en lien très étroit et très qualitatif, je remercie infiniment Air France, nous avons organisé au maximum avec Air France, pas uniquement, mais surtout avec Air France, les vols retour vers la France. Pourquoi surtout avec Air France? D'abord parce que c'est notre compagnie, et ensuite parce que c'est la seule compagnie qui opère des vols directs Saigon-Paris, puisque Vietnam Airlines s'était arrêté. Vietnam Airlines s'est complètement arrêté. Donc nous avons organisé les derniers vols, les 3 derniers vols étaient des vols commerciaux, et l'ultime vol était un vol rescue, donc un vol un peu spécifique, qui a permis de ramener le 6 avril tous les Français qui souhaitaient rentrer, et quelques Européens au passage. Donc à la date du 6 avril, tous ceux qui voulaient rentrer sont rentrés. Pour nous, ça a été une énorme opération pendant 3 ou 4 semaines. Et enfin, dernier point sur ce que nous avons fait, nous, Français, nous avons adapté le service public à ces nouvelles contraintes. Nous avons donc développé au maximum le recours aux procédures en ligne, accueilli de manière excessivement limitée le public, uniquement ceux qui avaient vraiment besoin de venir, travailler à domicile au maximum, instaurer un système de brigades, donc couper l'effectif en 2 brigades étanches, pour que si l'une tombait, entre guillemets, l'autre puisse assurer la continuité du service, et puis une cellule de crise, donc avec issu de ces 2 brigades, a fonctionné en temps réel, en permanence, week-end compris, pendant ces 3 semaines et demie de rapatriement. Alors, quelle est la situation actuelle? Les chiffres nous donnent donc, les chiffres que nous suivons au jour le jour, nous donnent donc 324 malades, je dis bien des malades, des gens qui ont effectivement été atteints du virus, dont à ce jour 264 guéris. Donc il y en a encore 60 autres qui sont dans un lit quelque part en train d'être soignés. N'oublions pas qu'il y a eu des milliers ou des dizaines de milliers, je n'ai pas de chiffres précis, je crois que personne là, de personnes mises en quarantaine, qui ont donc été interdites de sortir de chez elles à des fins, là aussi, de précaution. Donc il ne faut pas dire que personne n'a été touché.
Il n'y a pas eu de décès, ça c'est une grande satisfaction, un grand soulagement, mais il y a eu beaucoup de personnes impactées par l'épidémie. Et à ce stade, les autorités nous disent que depuis 34 jours, elles n'ont repéré aucun cas de contamination communautaire, c'est-à-dire aucun cas de personnes ayant transmis le virus au Vietnam en résidant. Les derniers cas arrivés au Vietnam l'étaient à bord des quelques très rares vols qui ont eu lieu, dont un depuis Paris, qui sont arrivés. Donc, ces personnes ont été immédiatement, naturellement, mises en quarantaine. Voilà. Donc, le virus est très peu présent au Vietnam. Je ne dis pas qu'il est absent au Vietnam, mais je dis qu'il est très peu présent, peut-être localement. Il ne fait pas de mal, il ne se transmet pas en ce moment, il n'y a pas de cas de transmission. Et le déconfinement a commencé très fortement. Je ne sais pas ce qu'il en est au sud, vous nous le direz dans un instant, mais à Hanoï, depuis lundi dernier, c'est assez spectaculaire. Mais, et c'est le point important, essentiel, le pays reste fermé, très largement fermé pour le moment, et peut-être pour longtemps. C'est pour ça que j'ai été un peu long. J'ai voulu expliquer comment les Vietnamiens avaient géré la crise. S'ils l'ont géré comme ils l'ont géré, et si nous avons les résultats que nous avons, dont nous pouvons tous nous féliciter, c'est parce qu'ils ont fermé vite et de manière hermétique le pays. Le pays va donc rester fermé. Ça m'amène à la conclusion. Nous devons donc d'une part saisir bien sûr les opportunités qui se présentent et tenter de relancer l'activité. Je sais bien que pour beaucoup des auditeurs aujourd'hui c'est très difficile, mais nous allons devoir gérer collectivement cette restriction très forte des voyages. Donc un certain nombre d'entre nous, de nos amis, sont entre guillemets coincés en France et ont du mal à rentrer. Un certain nombre d'experts pour des projets importants aimeraient venir, même pour des missions ponctuelles. Pour le moment, la porte n'est pas ouverte. Je répète, elle est fermée. Nous avons une approche collective avec la délégation de l'Union européenne, avec les autres ambassades européennes, et nous avons une approche évidemment avec vous, les chambres. Alors je crois que Rothschild est un peu, c'est naturel, hein, c'est la chambre fêtière en ligne directe là-dessus avec les autorités vietnamiennes. Les chambres nationales aussi, je pense, peuvent jouer leur rôle. Nous allons devoir rester en contact les uns avec les autres sur ce sujet du Monsieur l'ambassadeur, de nouveau, nous avons une petite coupure de très volontiers. Le son est revenu. Le son est revenu, excusez-moi. Ah, vous m'avez perdu à quel moment? Il y a 10 secondes, c'est bon. Pardon? Je vous laisse la parole. On a raté environ 10 secondes de votre intervention. Bon, alors, c'était peut-être les 10 secondes les plus importantes. J'étais juste en train de terminer en disant que, certes, l'activité va repartir, nous ferons tout ce que nous pouvons pour qu'elle reparte, mais nous allons devoir gérer collectivement cette grande difficulté de la fermeture du pays pour encore un temps assez long, je pense, hein. Et donc nous le gérons avec la délégation européenne, avec les autres ambassades européennes et avec les chambres Rothschild et chambres nationales. Voilà, merci à tous, et je crois que maintenant, enfin je ne sais pas à qui vous passez la parole, je crois que c'est Hervé qui enchaîne, c'est ça, ou c'est vous qui nous dites. J'ai terminé, merci à tous. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour ces éclairages. En effet, nous pourrions peut-être passer la parole à monsieur Ochenbein à Hanoï pour un éclairage économique, macroéconomique, et peut-être ensuite passer la parole plus au sud à monsieur le consul général, Vincent Fauréal. Merci Adam, merci Thibault, merci à tous de vous être inscrits à ce webinaire. Permettez-moi, avant de parler du contexte macro, de commencer par une remarque préalable qui porte sur la limite des statistiques économiques que je vais commenter dans quelques instants pour vous. Cette remarque, elle est vraie en général, elle est encore plus vraie aujourd'hui, et cette limite, c'est que les statistiques sont des valeurs moyennes. Parce que je sais que plusieurs des participants de ce webinaire traversent des situations difficiles et s'interrogent sur leur avenir de manière très concrète. Alors du coup, ils risquent évidemment de trouver mon exposé un peu désincarné, j'en ai parfaitement conscience. L'économiste américain Galbraith disait que souvent que la meilleure parabole pour décrire l'économie, c'était de dire qu'il y avait un type qui avait la tête dans un frigo et les pieds dans un four. Alors aux extrémités, c'était pas très agréable, mais en moyenne, il allait bien. Bon, ben, l'économie, c'est ça, c'est pas l'addition de situations individuelles, c'est une valeur moyenne qui peut d'ailleurs théoriquement ne correspondre à aucun cas particulier. Bon, j'en ai parfaitement confiance. En revanche, les statistiques économiques, c'est utile parce que les gouvernements s'en servent pour prendre des décisions. Et donc, ça permet d'éclairer pourquoi ils prennent ou ne prennent pas tel type de mesures. Et c'est ce que je vais essayer de faire en 10 minutes pour traiter le contexte macro que vous m'avez demandé, d'aborder. Alors, l'ambassadeur le disait, le Vietnam est très fier de sa réussite sur le plan sanitaire, il a raison. Mais il n'est également pas mécontent du tout de sa réussite sur le plan économique. Et là, c'est pareil, il n'a pas tort. Bon.
les résultats du premier trimestre font que le Vietnam s'en sort quand même très bien. Si on regarde sur les 6 pays de la région ASEAN qui ont déjà publié des statistiques de croissance pour le premier trimestre, c'est le Vietnam qui s'en sort le mieux. À Singapour, on est à moins 2,2% sur le premier trimestre, en Thaïlande à moins 1,8%, aux Philippines à moins 0,2%, en Malaisie à plus 0,7%, une très légère croissance, et plus 3% en Indonésie. Le Vietnam enregistre le meilleur résultat avec plus 3,82%. Ça, c'est sur le premier trimestre. Alors évidemment, le mois d'avril, c'était le mois du lockdown, donc l'activité s'est effondrée. La production industrielle a reculé de 10,5%, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire économique du pays. Mais sur les 4 premiers mois de l'année, ça s'est évidemment lissé un peu, puisqu'on a une production industrielle qui a augmenté très légèrement à plus 1,8%. Si on regarde le commerce extérieur, sur les 4 premiers mois de l'année, les résultats sont bons. De janvier à avril, les exportations ont augmenté de plus 4,7% par rapport à la même période de l'an dernier. Et les importations de plus 2,1%. Au total, ça nous donne un excédent commercial de 3 milliards de dollars. Quand on regarde maintenant les prévisions pour l'ensemble de l'année, là aussi, l'ensemble des institutions multilatérales sont très optimistes et disent que le Vietnam sera l'un des rares pays dans le monde à échapper à la récession. Si je prends l'exemple du FMI, c'est la dernière institution à avoir publié des chiffres, il prévoit une récession très forte en Thaïlande, à moins 6,7%, forte également à Singapour, moins 3,5% sur l'ensemble de l'année, encore une fois, en Malaisie, moins 1,7%, et au Cambodge, moins 1,6%. En revanche, les prévisions économiques pour le Vietnam, il y a à peu près 2 blocs, un bloc autour de 5%, plus 5% de croissance sur l'année, et un bloc autour de 3%. Plus 5%, c'est la Banque asiatique de développement et la Banque mondiale, respectivement 4,8 et 4,9%, et le FMI évalue la croissance économique de l'année à 2,7%. Le gouvernement du Vietnam, lui, pendant longtemps, a refusé de revoir en fait sa prévision officielle qui était de 6,8%, attendant sans doute, évidemment, de voir comment les choses allaient se passer, et constatant que les résultats des 4 premiers mois de l'année n'étaient pas mauvais, et que surtout, il était possible d'espérer une reprise rapide, sortie de crise, point d'interrogation, là c'est sortie de crise, point d'exclamation. Le gouvernement du Vietnam, le 9 mai, vient de dire que la croissance attendue serait de 5% au moins, parce qu'il a confiance dans ce qu'on appelle la courbe en V, dans la reprise rapide. Alors les mesures de soutien qui ont été prises aujourd'hui sont, il faut le dire, assez limitées. Donc le 8 avril, le Premier ministre a signé un décret qui comportait un paquet de mesures consistant pour l'essentiel en un report de 5 mois de diverses taxes et de différentes charges. Alors, ce plan, en fait, il a connu plusieurs moutures. Il y a eu un premier plan qui était estimé à 1,3 milliard de dollars, et puis un deuxième à 3,4, et puis le dernier, et c'est le bon, en fait, à 7,6 milliards. Mais les 7,6 milliards ne viennent pas en plus des autres, c'est la totalité des reports de taxes. Alors, je le dis parce qu'il y a une banque européenne sérieuse, pas française, mais sérieuse, qui a additionné tout ça et qui a dit « Ah, un plan de relance magnifique au Vietnam de 12 milliards de dollars ». Non, c'est toujours le même plan. Et donc, c'est un peu la difficulté au Vietnam, c'est qu'entre les ministères qui annoncent des choses, comme le MPI, ensuite c'est d'autres ministères qui débattent, et puis le Premier ministre qui enfin prend une décision, il ne faut pas acheter plusieurs. Hervé, Le chiffre d'affaires est de 0. Lorsque le chiffre d'affaires est de 0, il n'y a pas de TVA, il n'y a pas de bénéfice. Et par ailleurs, c'est vrai que pour beaucoup d'entreprises, les mois de janvier, février et une partie du mois de mars, c'était pas mauvais. Et la TVA qu'ils payent, c'est pas sur la TVA d'aujourd'hui, c'est sur la TVA d'hier. Bon. Deuxième paquet de mesures, c'est un soutien aux personnes les plus vulnérables. Donc on annonce là aussi un plan de 2,6 milliards de dollars. Ça concerne 20 millions de personnes et en moyenne, ça consiste à distribuer 1 million de dong par mois pendant 3 mois. Sauf que vous avez peut-être vu comme moi dans la presse de ce week-end que le Premier ministre exhortait les autorités locales chargées de la mise en œuvre de ces mesures à cesser de faire remplir aux gens des formulaires par lesquels ils y renonçaient. Bon, donc ça signifie quand même là aussi qu'il y a une difficulté de mise en œuvre. Enfin, il y a un plan de soutien bancaire qui a été mis en place et par lequel la Banque centrale a demandé aux banques de distribuer des crédits à taux préférentiels aux entreprises affectées par la crise. Là encore, tout le monde me dit, oui, mais c'est compliqué. Si on n'est pas un grand groupe, c'est difficile d'en bénéficier. Et par ailleurs, il y a là aussi des conditions en termes de perte de chiffre d'affaires qui font que
pour le moment, beaucoup d'entreprises qui souffrent déjà ne sont pas concernées sur la base de leurs résultats des premiers mois. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres mesures? Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres mesures? Bien entendu, je n'en sais rien. Mais c'est pas sûr, c'est pas sûr. Pourquoi? Parce que le narratif sur la crise a connu au moins 3 étapes. La première étape, ça a été la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam, la BCCI, qui, au début du mois de mars, avait des prévisions extrêmement pessimistes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on disait que 30% des entreprises du pays allaient disparaître si l'épidémie devait durer 3 mois. 50% si elle devait durer 6 mois. Le 22 avril, le même président de la BCCI disait « La meilleure mesure de soutien, c'est de lever le lockdown », ce qui est arrivé le lendemain. Le 9 mai, à la réunion du Premier ministre avec les communautés d'affaires, il disait finalement les entreprises ont moins besoin d'argent que de simplification administrative. Donc on a quand même des revendications qui sont à ce stade extrêmement limitées. Et lorsque le Premier ministre, dans la même réunion du 9 mai, dit « va y avoir une reprise rapide et on est dans une courbe en V », c'est donc qu'il pense que l'économie n'aura pas besoin de mesures spécifiques pour repartir. Est-ce qu'il a raison? Encore, je n'en sais rien, mais en tout cas, les Vietnamiens pensent qu'il a raison. Pourquoi? Parce que l'Institut Ipsos a fait une enquête entre le 9 et le 12 avril dans 15 pays du monde. Dans 12 pays, on est plutôt pessimiste sur la reprise. Dans 3 pays, on est optimiste. Le plus optimiste, c'est le peuple vietnamien, qui pense à 80% que la reprise sera rapide, suivi par la Chine, 68%, l'Inde, 63%. Si vous me demandez où est la France, malheureusement, il n'y a que 19% des Français qui pensent que la reprise sera rapide, et les Espagnols sont plus pessimistes que nous, puisqu'ils sont 17% à le croire. Ça, c'était pour les mesures de soutien. Par ailleurs, y aura-t-il des mesures concernant des grands projets? Alors, c'est pareil, le Premier ministre a annoncé qu'il y aura un plan de 30 milliards de dollars pour soutenir des grands projets. Sauf que 30 milliards de dollars, c'est à peu près l'investissement public que les institutions multilatérales estiment nécessaire chaque année pour faire face aux besoins d'infrastructures du Vietnam. Des aéroports, des routes, des ponts, des hôpitaux. Le problème du Vietnam aujourd'hui, c'est pas de trouver de l'argent. Il en trouve beaucoup, c'est de le dépenser. L'an dernier, sur les 20 milliards de dollars de dépenses prévues, il n'en a dépensé que 10 milliards, la moitié. Admettons qu'il ait prévu d'en dépenser 20 cette année, 20 plus 10, ça fait 30. Donc c'est vrai qu'on se retrouve avec un calendrier qui est en fait le calendrier prévu. Donc mettre en œuvre les mesures déjà prises, faire avancer le projet du nouvel aéroport de Saigon, ce serait déjà en soi une mesure de relance. Respecter le calendrier, ce serait déjà une accélération. Bon. Alors il y aura sans doute des plans de soutien spécifiques, je pense notamment au tourisme et au transport aérien, les deux étant liés. Il y a beaucoup d'articles et de tribunes et d'opinions qui sont données sur la nécessité de soutenir le secteur du tourisme. Et pour le transport aérien, on sait que Vietnam Airlines a demandé déjà au gouvernement de mettre en place des mesures d'aide à hauteur de 500 millions de dollars. Bon, mais pour le moment, ces mesures de soutien, elles sont évidemment destinées aux touristes locaux, plus qu'aux touristes étrangers, puisque, comme l'a rappelé l'ambassadeur, de toute façon, les frontières sont aujourd'hui fermées. Donc, en conclusion, d'une manière générale, est-ce que l'économie du Vietnam a besoin d'un plan spécifique? Et là, évidemment, je n'ai pas la réponse, mais je voudrais juste vous soumettre une réflexion. Les exportations, c'est 100% du PNB du Vietnam. C'est évidemment énorme. Hein. C'est les smartphones, c'est les produits électroniques, c'est le textile, habillement, chaussures. Bon. Mais il en produit tellement le Vietnam que ce n'est pas la consommation intérieure qui va remplacer les exportations. C'est évident. Ce qui est vendu ou ce qui n'est pas vendu aux États-Unis ou en Europe aujourd'hui ne va pas être vendu sur le marché intérieur, bien sûr. Et le plan de relance européen. Et de ce point de vue, l'accord de libre-échange, qui va normalement rentrer en vigueur le 1er juillet, puisqu'il va être adopté dans les prochains jours par l'Assemblée nationale du Vietnam, est pour l'économie du Vietnam une excellente nouvelle. Merci beaucoup. Merci Hervé pour cette intervention claire et précise. On sait que c'est toujours bien aiguisé sur les chiffres. Monsieur le Consul Général, pour un petit aperçu de la situation plus au sud. Oui, donc bonjour, merci d'avoir organisé ce webinaire. Merci aussi de nous y avoir conviés. C'est toujours un plaisir de parler avec les membres de la Chambre. Je propose de vous parler de 2 choses, de l'action consulaire. Et quand je dis consulaire, c'est aussi bien ce qui se fait dans le sud et au nord à l'ambassade. Et puis, dans un deuxième temps, des déplacements internationaux. L'action consulaire, donc, juste un rappel, l'ambassadeur en a parlé.
Nous avons été en gestion de crise en mars et avril. L'ambassadeur a indiqué 1500 touristes que nous avons aidés à partir, mais beaucoup d'autres sont partis. Nous avons fonctionné 7 jours sur 7 dans un premier temps pendant plusieurs semaines pour les aider. Nous avons répondu, l'ambassade et le consulat, des milliers d'appels téléphoniques au travers de cellules de réponse, à des milliers d'emails. Nous avons établi des centaines de notes officielles pour permettre à des Français de prendre l'avion parce qu'ils étaient en dépassement de visa. Et nous avons encore à peu près 300 Français qui ont choisi de rester au Vietnam, des touristes, malgré nos conseils. Mais nous continuons à les suivre. Nous avons passé beaucoup de temps aussi auprès de nos compatriotes qui étaient en quarantaine, en maintenant des contacts avec eux. Nous en avons eu près de 200 dans le sud et un grand nombre aussi dans le nord. Et cette réponse se poursuit, cette réponse des Français de crise se poursuit. Un agent à plein temps à Ho Chi Minh Ville qui continue à répondre au travers de l'adresse email dédiée aux questions que continuent de poser les Français en difficulté. Et la même chose à Hanoï, il y a un suivi qui est poursuivi à Hanoï. Alors, comme l'a dit l'ambassadeur, nous avons ouvert progressivement et mis fin aux brigades depuis lundi. Donc, depuis lundi, tous les personnels sont de retour au consulat. Nous avons rouvert tous les services, mais avec des mesures barrières et des rendez-vous qui sont plus espacés. C'est-à-dire que si vous avez besoin aujourd'hui de demander le renouvellement de votre passeport, vous pouvez, mais nous accueillons moins de personnes pour avoir le temps de désinfecter entre deux passages, de désinfecter la machine pour prendre les empreintes, etc. Nous n'avons pas encore rétabli les visas touristiques. Les frontières de la France sont fermées, donc nous faisons des visas de longue durée, mais pas de visas encore de touristes. Ce qui nous mobilise beaucoup aujourd'hui sur le plan consulaire, et ce sera mon dernier point sur cette partie, c'est l'aide sociale. Le gouvernement français a mis en place des montants importants pour aider nos compatriotes en difficulté. C'est en centaines de millions d'euros. Hein. Il y a deux types d'aides principales. Une allocation de solidarité pour nos compatriotes les plus fragiles. Ça s'apparente à ce qui a été fait en France. Une aide d'environ 100 euros, 150 euros par famille et plus 100 euros par personne à charge. Et le deuxième type d'aide, ce sont les bourses scolaires qui portent à la fois sur le troisième trimestre 2020, pardon, et puis sur les bourses scolaires de l'année à venir de la prochaine rentrée scolaire. Et nous avons la possibilité, sur production de documents, de prendre en compte la perte de revenus qui peut être imputable à la crise sanitaire de la Covid-19. Enfin, nous venons de recevoir des instructions pour que nos établissements scolaires puissent accorder des facilités de paiement à tous les parents, pas seulement les parents français. Et là, on est en train d'y réfléchir, de regarder comment on peut fonctionner, comment les établissements peuvent mettre en place cette aide. Voilà, ça c'était pour la partie consulaire. Une question qui vous préoccupe tous et qui nous préoccupe tous, ce sont les déplacements internationaux. Je vous propose de vous parler d'abord des déplacements vers la France et puis ensuite des déplacements vers le Vietnam. Vers la France, la loi qui a été promulguée le 11 mai, donc la semaine dernière, et qui prolonge l'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet, ouvre la possibilité juridique d'une quarantaine à l'entrée en France. C'est l'article 3.5 hein, pour ceux qui veulent la regarder. Cette loi nécessite un arrêté du ministère de la Santé et nous attendons donc toujours cet arrêté. Il y aurait une quarantaine au choix, c'est toujours dans la loi, pour les personnes qui sont soumises à domicile ou dans des lieux adaptés. Pour l'instant, la seule indication que nous ayons, en tout cas pour les jours qui viennent, et d'ailleurs à partir d'aujourd'hui, c'est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui s'est exprimé hier, qui a dit deux choses. Il a dit que les Français qui reviendraient de l'extérieur de la zone Schengen seraient soumis à partir d'aujourd'hui à une quatorzaine volontaire pour arriver en France.
mais que les frontières françaises restaient fermées pour tous les autres. Ça, c'est ce qu'il a dit hier. On va voir les instructions qu'ils vont recevoir, mais c'est un peu la base, en tout cas pour les prochaines semaines. Et donc, nous devons encore attendre des précisions sur ce sujet pour les autres, pour les non-français, l'arrivée en France. Jusqu'à quand cette quatorzaine pour les Français qui rentrent va durer? Ce sont des informations que nous mettrons à votre disposition dès que nous les aurons. Maintenant, le dernier point de mon intervention, c'est l'entrée au Vietnam. Comme l'ambassadeur l'a dit, les frontières vietnamiennes sont fermées aux étrangers, aux non-vietnamiens. Il y a quelques jours, les autorités vietnamiennes ont ouvert la possibilité, en tout cas ont semblé ouvrir la possibilité à certaines personnes de rentrer au Vietnam, celles qui avaient des qualifications particulières, les experts, les gestionnaires d'entreprise, les ouvriers très qualifiés. Et ils ont précisé les modalités, donc une quatorzaine à l'arrivée et un dépistage Covid-19 avec deux tests. En revanche, il manque deux choses. C'est la façon d'obtenir un visa, une autorisation pour pouvoir rentrer au Vietnam. Et comme disait l'ambassadeur, avec les partenaires européens, nous les avons interrogés et nous attendons leur réponse. Nous leur avons demandé des facilités pour donner ces visas, pour donner ces autorisations. Et puis, ce qu'il manque aussi, ce sont les vols. Il n'y a pas de vol régulier qui amène des étrangers, des non-vietnamiens au Vietnam. Il existe, on peut partir du Vietnam via Séoul ou Narita, Tokyo, mais il n'y a pas de vol. Alors nous interrogeons les compagnies aériennes en temps réel. Encore aujourd'hui interrogé Airline et Eva Air, et elles ne prévoient pas de rouvrir de liaison avant juillet. Voilà pour mon intervention. Merci à vous. Merci, monsieur le consul. Je pense que ça répond à beaucoup de questions. On se permettra un petit résumé avant de passer aux questions. Après, une petite page de pub et une petite présentation de notre chambre de commerce. Donc, je vous rappelle le point de la chambre de commerce et son réseau. Donc, aujourd'hui, avec approximativement 300 membres, 1000 membres dans la communauté, si on considère la communauté Eurocham, 124 réseaux, c'est 93 pays. Donc, la participation à la CCI France-Vietnam, c'est la participation au CCI international. Donc, c'est un accès au réseau international des CCI. C'est donc 35 000 membres des CCI-FI, donc l'ensemble des CCI à l'international. On a aujourd'hui 4 000 abonnés des newsletters. On a une très forte progression des followers sur tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, de plus en plus de visibilité. 40 postes de travail, ça c'est pour tout ce qui est location et portage. 80 événements par an, alors évidemment, qui ont été un peu entachés avec l'arrivée du Covid-19. Néanmoins, on a multiplié nos webinaires, on en parlera tout de suite derrière. Nos services, alors n'oubliez pas qu'on fait du conseil aux entreprises, du soutien administratif. On a des comités sectoriels qui vont reprendre certainement dès septembre avec un peu plus de force qu'ils ne l'ont jusqu'à présent. Une communication et de la publicité qu'on fait pour nos membres de manière gratuite jusqu'à une certaine limite. Des événements auxquels vous avez probablement déjà participé. Du conseil RSE, alors même si la période est difficile en termes de dépenses, le RSE reste important pour beaucoup d'entre nous. Et c'est donc un service que l'on offre avec des gens compétents et une vraie expertise puisqu'elle a été reconnue à plusieurs reprises. Un centre d'affaires, donc aussi bien à Hanoï qu'à Ho Chi Minh, et un service de recrutement et de formation. Alors recrutement, c'est du recrutement direct, c'est-à-dire qu'on recrute pour vous sur la base d'un cahier des charges. Et la formation, c'est un catalogue de formation qui va paraître d'ici quelques semaines et qui vous permettra de choisir sur ce catalogue les formations qui peuvent vous intéresser et que nous offrons. Voilà. Donc, je note que nous travaillons en lien étroit avec nos représentants, notre ambassade, notre consulat. Je pense notamment à la Job Fair pour ce qui est du recrutement, qui nous permet d'être en lien et de mettre en lien nos entreprises avec de nombreux candidats. Et j'espère
que nous aurons l'occasion de travailler avec l'Institut français et nos représentants très rapidement. Donc, nos actions pendant la période du Covid-19, vous êtes probablement au courant, mais on fait un petit passage parce que c'est important. On a des éléments qui peuvent vous concerner et sur lesquels vous n'êtes pas forcément impliqué ni au courant. Donc, n'hésitez pas à les consulter parce qu'il y a des choses il y a un fil d'actualité qui peut vous aider et qui peut répondre à un certain nombre de vos questions. Je pense aussi, nous profitons de la forte audience aussi aujourd'hui pour mettre en avant des services gratuits qui sont mis à disposition de l'ensemble de notre communauté, pas uniquement d'ailleurs les membres. Parfois, la crise le voulant, nous avons souhaité apporter un soutien à toute la communauté d'affaires à travers notamment ce bulletin d'information, une plateforme collaborative qui est en fait très modulable. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, que ce soit quelqu'un qui propose un service ou un produit ou quelqu'un qui en a besoin. C'est vraiment quelque chose qui va se développer probablement d'ailleurs après la crise, en fonction des demandes et en fonction de l'implication de chacun. L'offre de formation à distance, bien sûr, qui s'est développée. Et enfin, les webinaires gratuits. Nous avons développé plusieurs webinaires. Et aujourd'hui, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau avec nos représentants dans l'ambassade et du consulat qui nous offrent cette présentation très précise. Et désormais, nous allons pouvoir passer, je pense, la main à nos questions et pour donner la parole directement à nos membres et aux membres de notre communauté. Alors, de nombreuses questions, beaucoup de questions effectivement sur toute la partie transport, visa, que ce soit en France, que ce soit au Vietnam. Je pense que votre intervention, monsieur le consul général, on vous en remercie, a répondu à beaucoup de ces questions. Donc, l'attente de l'arrêté pour cette quarantaine en France, donc aujourd'hui, dans l'attente de cet arrêté pour pouvoir préciser la situation vis-à-vis de la France et d'un retour en France. Nous avions des questions concernant les Vietnamiens qui souhaitaient se rendre en France. Il est clair qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible puisqu'il n'y a pas d'ouverture au visa des étrangers. Nous avons, pour l'ouverture, ouverture pour les Français seulement, avec cette même problématique dans un sens comme dans l'autre. Monsieur le consul, je vous laisse intervenir. J'ai probablement... Oui, monsieur le consul. Pardon, je ne voulais pas vous couper la parole, Thibault. Les Vietnamiens, certains Vietnamiens peuvent rentrer en France, les conjoints de Français, ceux qui ont un visa long séjour, ceux qui ont d'une façon ou d'une autre une résidence régulière en France. Donc il y a des possibilités quand même. Ce sont les visas touristiques qui sont l'essentiel. La plupart des Vietnamiens qui en France, ils vont sur des visas touristiques. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas y aller. Mais certains peuvent aller en France s'ils trouvent un vol. Très bien. Donc, effectivement, simplement sur ces visas touristiques. La question qui nous a été posée, question subsidiaire aussi vis-à-vis des visas. Certaines personnes ont obtenu des visas. Est-ce qu'un remboursement sera possible ou est-ce qu'un décalage de ces visas sera possible, sachant qu'ils seront arrivés à l'expiration avant la fin du Covid? Peut-être juste sur ce point, monsieur le consul, si vous avez une réponse. Oui, probablement. J'en ai parlé avec mon adjoint hier. Il est probable que Paris nous autorise à redélivrer un visa gratuitement sur présentation d'un billet d'avion ou d'un billet d'avion annulé, en fait, que la personne nous dise, voilà, mon billet d'avion, je devais partir à Paris par un vol du 15 avril, mon vol a été annulé et il est probable que Paris nous autorise, mais je ne peux pas vous le garantir à 100% parce que nous n'avons pas encore d'instructions sur ce point. Très bien, merci. Donc, comme je disais, beaucoup de questions autour de ces quarantaines. Alors, est-ce que nous avons eu des précisions concernant les possibilités de retour? Donc, on en a parlé, possibilités de retour de Français sur le Vietnam sous certaines conditions et pour les dirigeants ou pour certains experts, certainement possible pour beaucoup de chefs d'entreprise qui sont aujourd'hui coincés à l'étranger. Néanmoins, une quarantaine. Est-ce que nous avons des détails sur les quarantaines disponibles? C'est-à-dire, est-ce que ce sont exclusivement des quarantaines dans des camps ou la quarantaine chez soi sera possible ou bien encore sur un hôtel déterminé? Je vais peut-être répondre et puis Vincent complétera pour les informations qu'il peut avoir. Nous, ce qu'on comprend ici, c'est que la quarantaine est non négociable, évidemment. Tout le monde fera une quarantaine.
aucun statut n'épargnera la quarantaine à quiconque. En revanche, il semble que quand on dispose d'un logement individuel, d'une maison individuelle, donc avec un accès particulier, une porte privée, si je puis dire, on peut faire sa quarantaine chez soi, mais lorsqu'on habite en appartement, donc dans un immeuble avec des portes communes, un ascenseur commun, ben, ça semble plus délicat. Mais tout le monde n'ira pas en camp, pour répondre à votre question. Mais ce n'est pas encore très clair, tout ça n'est pas encore très clair. Pourquoi? D'abord parce que les décisions ne sont pas forcément prises. Deuxièmement, parce que si elles sont prises, elles ne nous sont pas forcément encore communiquées. Et ensuite, parce que les vols n'ayant pas vraiment repris, ou plus exactement, le vol qui a eu lieu il y a quelques jours, hein, qui est arrivé ici le 6 mai, n'a amené qu'un Français à bord, qui a été immédiatement mis en camp, en l'occurrence. Donc, pour le moment, ce sont des Vietnamiens qui sont rentrés. Il y a encore une liste d'attente très importante de Vietnamiens à Paris, liste tenue par l'ambassade du Vietnam à Paris, qui a une mission épouvantable de ce fait-là, hein, d'établir la composition de la cabine des prochains vols. Vol dont on ne connaît pas encore la date, hein, on entend des choses, mais rien n'est précis, rien n'est encore confirmé. Et puis, s'il y a encore 1000 personnes qui doivent rentrer, ça demandera du temps. Bon, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'à partir d'un certain moment, mais quand, je ne sais pas, désolé de ne pas être plus précis, à partir d'un certain moment, un certain nombre de Français résidents, ceux qu'on connaît tous, hein, qui sont nos amis, nos partenaires, pourront embarquer en plus des Vietnamiens, qui sont prioritaires sur ces vols, hein, des Vietnam Airlines. Et on peut espérer donc qu'au fur et à mesure de ces 3-4 prochains vols, qui vont s'étaler entre maintenant et juillet, à quel rythme, je ne sais pas, hein, peut-être un tous les 15 jours, un toutes les 3 semaines, j'en sais rien, eh bien, un certain nombre de Français pourront au compte-gouttes rentrer. Mais ça va être très compliqué, très long, très laborieux, et il y aura quarantaine à l'arrivée. Ça, c'est évident pour tout le monde. Merci de ces précisions. Donc, effectivement, nous sommes encore dépendants des autorités vietnamiennes quant aux décisions qui seront à appliquer sur les libertés qui seront données sur la quarantaine. Néanmoins, vous l'avez dit tout à l'heure, reste une problématique logistique qui est celle des vols qui seront mis en place pour un retour sur le Vietnam. Même si on sait qu'aujourd'hui, certaines compagnies atterrissent à Ho Chi Minh, on pense à Emirates, on pense aux vols qui viennent du Japon, la difficulté est probablement de trouver un vol qui partira de Paris pour rejoindre une correspondance qui puisse nous permettre de rejoindre le Vietnam. Et puis, pardon, Monsieur le Président, je complète, et là encore sous le contrôle de Vincent, parce qu'il a peut-être, lui, des échos différents à Saigon. Ces vols ramènent plus de Vietnamiens qu'ils n'emmènent, qu'ils ne ramènent de Japonais, de Coréens, de Français, d'Allemands ou d'Anglais. Ce sont des vols considérés comme des vols de rapatriement de Vietnamiens, un peu comme nous avons organisé les nôtres pour l'essentiel avec Air France, mais aussi avec d'autres compagnies, pour évacuer ces Français dont nous parlons tout à l'heure, ces 1500 connus de l'ambassade et du consulat général, plus les autres qu'on n'a pas forcément connus. Peut-être qu'au total, 1800 Français sont rentrés sur cette période vers la France. Les Vietnamiens le font avec un léger décalage, c'est eux qui ramènent l'argent. Donc ces vols ramènent surtout des Vietnamiens, Par contre, quand ils décollent, quand ces vols Vietnam Airlines, ces avions décollent de Saigon ou d'Hanoï, ils peuvent emmener un certain nombre de Français ou d'Européens ou autres. Et donc sur le vol qui a décollé le 5 mai de Hanoï puis de Saigon, il a fait les deux, hein, et dans la nuit il est allé à Saigon, il a redécollé de Saigon au petit matin à 5 heures, il a emmené une quarantaine de Français. Voilà. Donc il y a des vols, c'est vrai, mais monter à bord est très compliqué, surtout dans le sens entrée vers le Vietnam. Donc l'idée de ces vols, leur existence est trompeuse, hein. Je réponds à une question que j'ai vue sur le fil tout à l'heure. Quelqu'un disait, mais on entend parler de vols. Oui, il y a des vols, mais ils embarquent pour l'essentiel des Vietnamiens dans le sens retour vers le Vietnam. Voilà, pour le moment. Et alors, je réponds à une autre question, pardon, mais j'en profite parce que je sais qu'elle a été posée. Nous sommes en contact étroit avec Air France parce que nous sommes structurellement, et nous avons beaucoup été dans la période de crise. Sous le contrôle, je ne sais pas si Nicolas Ricard est avec nous en ligne, mais les informations que j'ai, moi, c'est qu'ils feront dès que possible, mais ils travaillent sur l'été en ce moment. Ils travaillent sur l'été. Hein. L'été, c'est juillet, août, juin idéalement si tout va bien, mais voilà.
Alors, je ne suis pas autorisé à parler au nom de Nicolas, mais je dis ce que j'ai compris. Hein. Donc, ce n'est pas pour demain. C'est pas pour demain. Et ça dépend en partie, il est là, et ça dépend en partie de Vietnam Airlines. Il est là. Il est là, Nicolas est en ligne. On s'est permis effectivement de l'ajouter au niveau de nos conférenciers. Nicolas, si tu souhaites t'exprimer et nous faire un petit point sur la situation des vols, la situation logistique, n'hésite pas. Oui, bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Pour un petit rappel, simplement, Nicolas Ricard est donc à la direction d'Air France pour le Vietnam, basé à Singapour. Oui, merci Thibaut pour cette introduction. Je n'ai pas grand-chose à rajouter de ce qui a été dit précédemment par M. l'ambassadeur et M. le consul général. Je confirme que nous, on a une velléité à reprendre les vols commerciaux le plus tôt possible. Pour l'instant, on travaille idéalement sur une reprise dès le début du mois de juillet, mais sous réserve que nous sommes autorisés à opérer ces vols commerciaux de et vers le Vietnam. Aujourd'hui, les compagnies aériennes ont une contrainte, ne peuvent pas se poser avec des passagers à Ho Chi Minh et à Hanoï. Les quelques vols dont on a parlé, enfin dont M. l'ambassadeur a parlé, ce sont effectivement des vols de rapatriement qui ont plutôt tendance à se poser sur des aéroports secondaires pour gérer les mises en quarantaine. Mais à ce jour, tous les vols qui arrivent à Ho Chi Minh ou à Hanoï sont des vols cargo et ils ne prennent que des passagers qu'au départ du Vietnam vers leur destination finale. Je prends l'exemple de Singapore Airlines. Le seul tronçon qui commercialise, c'est entre Hanoï et Singapour et Ho Chi Minh, Singapour. Mais dans le sens Singapour-Vietnam, les vols ne sont pas commercialisés et j'imagine qu'ils prennent du cargo, ils amènent du cargo vers le Vietnam. Donc aujourd'hui, nous sommes contraints à la même problématique et on attend et on suit quotidiennement les évolutions des restrictions qui sont imposées aux compagnies aériennes pour opérer vers Ho Chi Minh et vers Hanoï. Voilà. Merci Nicolas, merci de ton intervention. Donc il est clair qu'en termes de logistique, de vol, la situation elle est encore trop floue pour s'exprimer et pour pouvoir donner des dates de vol claires. Il en est de même pour la situation des quarantaines au Vietnam. Une question concernant les VIE. Est-ce qu'un VIE sera considéré comme un expert dans la dénomination qu'a donnée le gouvernement vietnamien? Ou est-ce que ça demande à être précisé en fonction du poste aux autorités? Ouais, je n'ai pas de réponse précise parce qu'à mon avis, c'est la mission qui est importante et pas la fonction. Donc, si l'expert est considéré comme un expert par les autorités vietnamiennes, et pas seulement par l'entreprise, je pense qu'il n'y a pas de difficulté tenant à son statut particulier de VIE. Voilà, mais jusqu'à présent, la question de fait ne s'est pas posée. Je vous rappelle que par ailleurs, juridiquement, le VIE n'est pas employé d'une entreprise, il est employé de Business France, juridiquement. C'est avec Business France que le VIE a un contrat de travail. Donc, ça, voilà, il faudra qu'on se pose la question à ce moment-là, mais encore une fois, c'est la mission, assez logiquement, qui fera l'expert, plutôt que le fait qu'il ait un passeport de telle ou telle nature ou un statut de telle ou telle nature. Mais encore une fois, on apprendra le mouvement en marchant au fur et à mesure. On n'entend plus. Ah, vous n'avez pas branché votre micro. Ça va bien. Merci Hervé pour cette réponse. Je me permets de prendre quelques questions au fil et d'y répondre. N'hésitez pas à me couper la parole si je dis une bêtise. Concernant l'ambassade de France, quant à essayer de faciliter la délivrance de renouvellement de visa touristique, je pense que la position de l'ambassade là-dessus est très claire. Elle a demandé aux touristes français de rentrer en France. Il me semble très difficile qu'elle appuie un renouvellement des visas touristiques pour les gens qui sont au Vietnam. Sur le sujet, sur la prise de poste, donc il y a effectivement des gens qui ont des prises de poste à venir et au Vietnam, on pense effectivement
chez Thales des experts qui doivent venir pour le métro ou même sur d'autres postes de gros projets au Vietnam, probablement le cas pour Vinci, Total ou d'autres grands projets. Encore une fois, c'est la dénomination des experts vietnamiens. Alors, cette ouverture, elle est en train d'être faite. Elle sera probablement précisée par le gouvernement vietnamien dans les semaines qui viendront. Reste encore une fois la problématique de logistique des vols et de quarantaine. Donc, on attend des précisions de la part du gouvernement vietnamien. Thibault, si je peux me permettre, sur les visas touristiques. Donc, effectivement, nous aidons les touristes, les vrais touristes, ceux qui sont coincés au Vietnam et qui n'ont pas pu partir parce que leur vol a été annulé. Donc, dès qu'une personne vient nous voir avec la preuve qu'il a eu un vol annulé du fait de la crise, nous lui délivrons une note officielle et nous signons la note, le formulaire vietnamien NA5. Ce que nous ne pouvons pas faire, et là nous appliquons les directives vietnamiennes, c'est signer des papiers pour des personnes qui n'ont pas eu de vol annulé, qui sont ici, ce qu'on appelle les visa run, parce qu'on ne respecterait pas les consignes de l'immigration vietnamienne. Donc voilà, nous en sommes. Un vol annulé, un vrai touriste vol annulé, nous l'aidons à Hanoï, à Ho Chi Minh Ville. Si la personne n'est pas dans cette situation, n'a pas eu de vol annulé, et en fait reste depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années au Vietnam, nous n'avons pas le droit de l'aider. Merci, Monsieur le Consul. Effectivement, Marc Villard nous signifie qu'il y a une procédure mise en place pour le renouvellement des visas touristiques. Il semble que certains renouvellements aient été facilités, même pour les visas business. Il y a des possibilités de renouvellement. Néanmoins, il faut pouvoir justifier pour un visa business qui a eu une application dans les temps. Par exemple, si c'est un visa en business qui était en attente de carte de résident, il faut pouvoir justifier que l'application a bien été faite en période Covid et dans les temps. Je parle d'expérience personnelle, donc c'est des choses qui se font. Néanmoins, les justifications ne sont pas forcément évidentes à produire, mais on arrive à prolonger le visa business. Voilà. Concernant les visas touristiques, il me semble donc qu'il y a une mesure d'extension automatique des visas touristiques jusqu'au 30 juin pour les vrais touristes qui n'ont pas la possibilité de rentrer jusqu'au 30 juin, mais pas pour les gens qui souhaitent rester après le 30 juin. C'est ce que j'ai lu sur le fil d'actualité de notre site internet. Voilà, donc on retrouvait ces infos. Quand nous, on perçoit ces infos-là, on les diffuse sur le fil d'actualité. Donc, n'hésitez pas à consulter notre site internet qui est mis à jour tous les jours. Peut-être un petit point important, je regroupe plusieurs questions en une, pas tant sur le consulaire, mais peut-être plus sur notre communauté d'affaires et nos membres, qui parfois nous posent la question. C'est vrai qu'on a parfois l'impression d'être épargné d'un point de vue sanitaire au Vietnam, et quand on voit la difficulté et les difficultés rencontrées en France d'un point de vue de gestion de crise sanitaire, on a envie d'aider. En France, on sait qu'aujourd'hui, il y a un pont aérien entre le Vietnam et la France, qu'il y a un certain nombre d'équipements produits au Vietnam qui sont envoyés de manière hebdomadaire en France. Et parfois, nos membres et notre comité d'affaires souhaitent aider, soutenir la gestion de crise en France à travers leurs activités et leurs expertises ici au Vietnam. Qu'est-ce que vous souhaiteriez répondre à ces entrepreneurs et à ces entreprises françaises basées au Vietnam? Alors, il y a eu, merci de cette question qui me permet de dire que nous avons été effectivement très heureux, nous ici localement, mais surtout nos compatriotes en France, nos autorités et les gens qui cherchaient désespérément pendant quelques semaines des masques dans les pharmacies, et ont été ravis de ces dons qui ont été faits par le gouvernement, par l'Association d'amitié France-Vietnam, par des universités, des hôpitaux, des comités populaires, des alumni, des médecins, des éditeurs, enfin bref, des tas de gens. Et des hommes d'affaires, bien sûr, des entreprises. Donc, merci à tous ceux qui ont pu donner, je le dis devant tout le monde. Ça part d'un très bon point. Néanmoins, je signale que on a un vrai problème d'acheminement parce qu'il y a très peu d'avions. Il y a quelques avions cargo, on en parlait tout à l'heure, mais il est difficile d'y placer des dons. Nous n'avons pas de budget là-dessus. Je suis désolé d'être trivial, mais je suis très franc avec vous. Hein. On a dû faire des acrobaties pour faire partir par la valise diplomatique les premiers
les premiers dons, on n'a plus vraiment la capacité d'acheminer tout ça. Donc ce que nous disons aux partenaires vietnamiens qui souhaitent encore nous en donner, c'est de veiller à l'acheminement par leurs propres canaux de ces dons. On les en remercie chaleureusement, on est très gênés de devoir leur faire cette avance, mais on leur dit s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez les envoyer? Et donc ça part par un canal vietnamien vers l'ambassade du Vietnam à Paris, qui ensuite répartit les choses. Donc je ne lance pas d'appel à de nouveaux dons, même si c'est très touchant sur le fond, en fait, en réalité, on n'arrive plus vraiment à gérer. Je reprends le terme un peu piégeux là, de pont aérien. Cette expression un peu journalistique a été utilisée pour parler d'autre chose, qui est en fait l'acheminement, effectivement dans un cadre purement commercial, et qui, soyons là aussi très honnêtes, très clairs, n'a pas été géré par nous, hein, ça a été géré par, depuis la France par des entreprises ou des organismes qui ont commandé des masques à des entreprises situées au Vietnam, et nous en sommes ravis puisque ça a permis d'approvisionner la France en masques. Ça s'est fait et s'est transporté par plusieurs entreprises, par plusieurs transporteurs, mais ce n'est pas un pont aérien officiel, public, organisé par nous. Je profite, on est entre nous, enfin on se connaît tous plus ou moins, je vous le dis pour éviter les malentendus, parce qu'il y a eu plusieurs questions, interrogations ou malaises là-dessus, ça n'est pas du tout nous qui avons organisé un pont aérien. Autant nous avions organisé le rapatriement, entre guillemets, ou l'évacuation des Français coincés au Vietnam, ça on l'a vraiment fait, c'était notre chose, notre affaire, et on le faisait sur instruction, et après le discours du président de la République, autant ce fameux pont aérien, c'est pas du tout nous qui l'avons organisé ici. Voilà, j'en profite pour le dire au passage, parce que c'est une question parfaitement légitime de la part des chefs d'entreprise, et ça a appelé une clarification de notre part. Merci, monsieur l'ambassadeur. Et question à l'inverse aussi concernant les possibilités des entreprises, des EFE ou des entreprises françaises situées au Vietnam de pouvoir participer de manière plus régulière ou plus facile, ou de faciliter les échanges de nos sociétés, de nos membres, de nos EFE et des sociétés françaises installées au Vietnam, de participer à un commerce avec la France, ou de faciliter ce commerce avec la France en cette période de crise. Je dirais ce que font très bien les Coréens, d'être un peu chauvins et de travailler qu'entre eux. Est-ce qu'on aurait une possibilité de lancer une initiative plus globale pour essayer de soutenir nos sociétés françaises ici au Vietnam et inciter les sociétés en France qui travaillent à l'international et qui font leur sourcing ailleurs, de sourcer auprès de nos compatriotes français pour les aider dans leurs difficultés? Oui, non, c'est effectivement une question tout à fait intéressante qui recouvre d'ailleurs plusieurs réalités, hein, parce qu'il y a à la fois les EFE qui participent aux échanges entre la France et le Vietnam dans un sens ou dans l'autre, souvent d'ailleurs dans les deux sens, et les autres qui ne participent pas directement à ces échanges, mais participent au rayonnement de la France au Vietnam, et on sait que ces entreprises sont nombreuses. Alors, moi, je pense qu'on n'est peut-être pas les mieux placés pour dire où en est la réflexion, sachant que Marc Villard a déjà fait des propositions, et quand il les fait, c'est auprès de Jean-Baptiste Lemoyne, le ministre en charge du commerce extérieur. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez lui donner la parole pour qu'il le fasse. Enfin, c'est vrai qu'il est à l'origine de cette réflexion, et ça m'embêterait de le dire à sa place, puisque je vois qu'il est très actif sur le chat. On ajoute effectivement, alors sans son accord pour l'instant, mais à sa liberté de parler ou pas, on ajoute Marc en conférencier. Marc, si tu veux nous donner ton point de vue et l'avancer sur ce sujet. Oui, ben merci. Merci Hervé de m'avoir donné la parole. En fait, l'idée était de trouver une solution pour venir en aide aux sociétés françaises ou de droit local gérées par des Français dans le contexte actuel. Et on a repris une idée ancienne qui avait été lancée il y a, je crois, déjà en 2009 sur l'évaluation de l'apport des sociétés de droit local gérées par des Français qui avaient un courant d'affaires régulier avec la France, pour leur donner accès au dispositif d'appui au commerce extérieur. Donc l'idée, ça a été d'essayer de relancer
cette réflexion en soulignant qu'au final, aider ces entreprises donc, de droit local, mais gérées par des Français implantés à l'étranger, à redémarrer, c'était aussi aider, on pourrait même dire surtout, si on se place du côté franco-français, aider leurs fournisseurs en France à redémarrer les exportations vers l'étranger. L'idée est simple, c'est de demander à la BPI de mettre en place des crédits relais auprès des entreprises fournisseurs pour qu'elles puissent à leur tour accorder des crédits à plus long terme pour leurs clients, passer des traditionnels 60 ou 90 jours à 120 voire 180 jours. Alors, l'idée a été lancée, pour l'instant, ça n'a pas beaucoup avancé. Pour les autres entreprises, la réflexion a été lancée également, mais je dirais que la position de Bercy aujourd'hui, pour faire bref, c'est pas d'impôt, pas d'aide. Ça me paraît un peu court, mais c'est la position aujourd'hui qui transparaît. Donc, pour les autres entreprises qui n'ont pas de courant d'affaires direct avec la France, qui ne sont pas importatrices de biens français, pour l'instant, on ne voit pas trop de solutions. J'avais évoqué une idée, mais elle est peut-être un peu tordue, pour des entreprises qui sont des fournisseurs de biens d'équipement, par exemple, pour des entreprises en France. Ça serait que les entreprises en France, sur des gros contrats, puissent leur faire des lettres de crédit, par exemple, confirmées par la BPI, et qu'eux puissent négocier ces lettres de crédit auprès de leur banque pour obtenir la trésorerie nécessaire au lancement de leur production. Mais là aussi, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Je dois dire qu'au jour d'aujourd'hui, les réflexions avec le ministère des Affaires étrangères tournent surtout et essentiellement en ce qui concerne les Français de l'étranger sur les problèmes de scolarité. On a assez de mal à se faire entendre sur les problèmes économiques. Voilà, si vous avez quelques questions, je vais bien y répondre. Mais je crois que j'ai fait le tour de la question et Hervé connaît bien la question aussi. Merci Marc, merci pour ton intervention. On arrive dans la limite fixée de ce webinaire sur 1 heure. On a même un petit peu dépassé, mais je pense qu'on a essayé de répondre globalement aux différentes problématiques, même si on n'est pas forcément en capacité de répondre précisément sur les dates de reprise de visa, les dates de reprise de vol, les possibilités de rentrer au Vietnam, puisqu'il y a encore un flou à ce niveau-là et un manque d'informations données par le gouvernement, mais manque d'informations qui est aussi lié à la situation et beaucoup d'États aujourd'hui avancent à tâtons et essayent de prendre ses marques par rapport à une situation qui est complexe et que personne n'est capable de prédire. Peut-être un petit point de conclusion, je laisserai Est-ce que je peux juste ajouter un point? Oui, bien sûr, monsieur le consul. D'accord. Non, mais s'il y a des conclusions, c'est bon, parce que l'ambassadeur va vouloir… Mais alors, juste un point pour moi. Il y a beaucoup de questions auxquelles nous n'avons pas répondu, comme l'ouverture des vols régionaux, etc., sur lesquelles ce sont des rumeurs pour l'instant. Simplement, je vous invite à regarder la foire aux questions qui est sur le site de l'ambassade et le site du consulat. Nous la mettons à jour et nous y mettons les questions que nous recevons. Donc aujourd'hui, il y a quatre questions qui sont les questions que vous posez le plus, en tout cas celles qui nous viennent le plus. Continuez aussi à nous interroger. Je vous ai dit, nous avons un agent dédié qui répond à plein temps à toutes vos questions. Et donc, les questions qui reviennent le plus souvent, nous les mettons sur le site internet de l'ambassade du consulat. Donc voilà, nous restons à votre disposition, bien sûr, pour vous aider, pour vous écouter, pour répondre à vos questions. Merci, monsieur le consul, ce qui permettra effectivement de donner une bonne continuité à ce webinaire. Donc, des questions, des centres de réponse encore actifs et des fils d'actualité aussi bien sur le site de l'ambassade du consulat que de la CCILV. Peut-être un dernier point, donc si vous souhaitez faire une intervention, à quand la fin, quand sortie de crise, est-on capable aujourd'hui de donner quelques éléments qui nous permettent de
de prédire l'avenir et de se donner une date approximative de sortie de crise et un retour plus ou moins normal, même s'il y aura certaines difficultés, aussi bien pour les voyages que les entrées-sorties sur le Vietnam et la France. Je vais vous donner une première réponse, Monsieur le Président. Je pense sincèrement que jusqu'à début juillet, il ne se passera rien de fulgurant, c'est-à-dire qu'on va être un peu dans la continuité de la semaine que nous sommes en train de vivre, que ça va redémarrer très doucement, très laborieusement. Je pense qu'en juillet-août, un certain nombre de vols auront lieu dans les deux sens. Je ne pense pas que beaucoup de monde entre au Vietnam en juillet-août. Franchement, je pense que très peu de gens entreront, que tous se passeront en quarantaine, que tous seront confinés, et que ce sera quand même très laborieux, franchement. Mais j'ose espérer que s'il n'y a pas de rebond de l'épidémie en France, c'est une grande menace pour nous, parce que si les Vietnamiens perçoivent l'origine française comme dangereuse, eh bien nous aurons de nouveau des mesures de restriction ou de très grande réserve. S'il n'y a pas donc de rebond de l'épidémie en France, j'espère sincèrement qu'à partir de fin août, septembre, octobre, les gens qui doivent prendre leurs fonctions ici, la question a été posée, je l'ai vu sur le chat tout à l'heure, les personnes qui viennent ici dans les entreprises, dans les services publics, au lycée, pourront venir prendre leurs fonctions et relever ceux qui seront nécessairement, ceux et celles qui seront partis pendant l'été, parce que ça, j'imagine qu'elles partiront. Et donc, j'espère qu'on va retomber sur nos pieds en termes de mouvement à la rentrée, en septembre-octobre. Je ne parle pas des missionnaires pour une courte période, une semaine, 15 jours. Je sais que des grandes entreprises attendent des experts pour venir réceptionner des marchés, expertiser des lots, etc. Là-dessus, je suis moins confiant. Je pense que ça prendra un peu plus de temps. Voilà. Quant à l'économie, alors l'activité elle-même, là je laisse Hervé répondre. Moi je n'ai aucune intuition en la matière. J'espère que tout ça va permettre progressivement de mettre un pied devant l'autre et que nous allons collectivement repartir, mais je n'en ai pas plus, j'ai pas plus de lueur là-dessus, franchement. Bon, tous les gens qui font des prévisions économiques sont très pessimistes pour cette année. Et la question c'est, est-ce qu'il y aura un vrai rebond l'année prochaine? En revanche, ce qui est sûr, c'est que tous les mêmes économistes, lorsqu'ils regardent la situation du Vietnam, sont très très envieux de la manière dont ça se passe et parient plutôt sur une reprise assez forte et rapide. Donc de ce point de vue, ça dépend comment on pose la question, est-ce que le Vietnam peut durablement aller très très bien dans un monde qui irait pas très bien? Sans doute pas, puisque c'est quand même, comme je le disais, 200%, les échanges extérieurs représentent 200% du PNB. Donc à un moment donné, bon. D'un autre côté, on craignait tous la rupture des approvisionnements venant de Chine en février-mars. Finalement, beaucoup d'entreprises ont passé la vague. Aujourd'hui, ce que craignent les entreprises, c'est elles ne les craignent pas, d'ailleurs, elles constatent l'annulation des commandes sur la période mai-juin. Mais, quelque part, il faut reconnaître que le Vietnam est dans une espèce de bulle économique qui le protège des courants d'air du vaste monde. Et en tout cas, c'est le pari que fait le gouvernement. Et encore une fois, les Vietnamiens y croient. Les Vietnamiens y croient, ils pensent que ça va repartir et que s'ils s'y mettent, ils vont franchir le cap. Donc, on peut être au niveau local optimiste, au niveau mondial, je pense que là, la question, voilà, vous lisez la presse comme moi, c'est bien difficile aujourd'hui de savoir exactement quand la reprise aura lieu. Voilà. Merci pour ces éclairages. D'un point de vue chambre de commerce et les liens qu'on peut avoir avec les différentes entreprises situées au Vietnam, il semble assez évident que la situation du premier trimestre est due à l'écoulement de stock et aux fabrications qui étaient déjà commandées, parce qu'une commande qui est passée en janvier avant Covid, elle est effectuée en mars et en avril. Donc, il est fort probable que ces chiffres du premier trimestre soient dus à cette continuité. Aujourd'hui, on sait qu'énormément d'entreprises souffrent, que beaucoup de gens sont mis au chômage, que beaucoup d'entreprises ont licencié. Et je pense que cette couche de la population qui se retrouve aujourd'hui sans revenus va tenir quelques mois et ensuite posera de sérieux problèmes économiquement parlant. Donc, la réaction positive du Premier ministre actuel sera certainement entachée d'ici quelques mois au travers des chiffres qui sortiront pour le deuxième trimestre.
C'est en tout cas mon avis par rapport aux éléments qu'on a pu recenser à la Chambre de commerce. Voilà, je vous remercie à tous. Je remercie l'ambassade et le consulat pour le travail vis-à-vis de nos ressortissants français. Je remercie pour ces éclairages et cette transparence. Je vous remercie pour votre temps passé et votre présence à ce webinaire. Ça facilite aussi la communication puisqu'on a permis de réunir Hanoï et Ho Chi Minh sur un même endroit et sur un même écran. Petite note positive pour conclure concernant la Chambre de commerce. Nous allons reprendre début juin les French Tuesday, donc qui seront l'occasion pour tout le monde de se retrouver. Donc un format très ouvert et très sympathique qui permet d'échanger. Donc le 9 juin à Ho Chi Minh et le 25 juin à Hanoï. Sous réserve évidemment qu'il n'y ait pas, petit astérix, qu'il n'y ait pas de contre-indication de l'État vietnamien sur ce type de rassemblement. Mais ça semble bien parti pour qu'on puisse les faire. Donc un French Tuesday, donc je rappelle le concept, c'est une soirée de networking à laquelle on se rassemble et on peut échanger. Le lieu n'est pas encore défini, mais ce sera fort probablement sur le toit de la Chambre. Voilà, on sera donc tous heureux de vous accueillir autour d'un verre pour échanger sur ces différents sujets avec les expertises de chacun. Merci à tous, merci pour votre participation. Nous avons été nombreux ce soir, plus d'une centaine sur ce webinaire. On espère avoir répondu à la plupart de vos questions. Encore une fois, des fils d'actualité, que ce soit à l'ambassade, au consulat ou à la Chambre, sont disponibles. N'hésitez pas à les consulter. Et des systèmes de questions-réponses, donc comme nous l'a indiqué notre consul général, sont aussi disponibles. Merci à tous, passez une très bonne soirée et courage à ceux qui sont en difficulté. Nous continuerons avec d'autres webinaires. N'hésitez pas à nous soumettre aussi des sujets qui pourraient vous intéresser. Voilà, merci, bonne soirée. Merci.